si vous voulez, eu des révélations progressives. C'est-à-dire qu'on a eu quelque part des sorties médiatiques il y a quelques années avec Luis Elizondo, on a vu apparaître des vidéos et progressivement on a vu quelque chose se déglacer quelque part et pousser, j'ai envie de dire aussi, la question auprès des politiques et du Sénat américain. Et là, ils ont commencé à mettre en place effectivement des questions. Vous voulez dire que, comme le disait Alain Juillet, il y a de plus en plus de moyens d'enregistrer, de mesurer, qui fait que... Et puis il y a Internet aussi, où tout le monde est devenu émetteur, donc il y a de plus en plus de films. Alors il y a sûrement des films totalement bidons, il y a des films qui prêtent effectivement à beaucoup plus d'interrogations, mais face à ça, les politiques se sont sentis obligés de donner pour une fois des réponses, peut-être. Je pense qu'il y a eu effectivement cette sensation, en tout cas, qu'il y a une vraie prise en compte progressive et qui s'est faite à l'échelle politique, pour le coup, pour une fois, et aussi avec des éléments de langage particuliers. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à parler, pour moi, de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils ont arrêté de parler d'OVNI, oui. qui est quelque chose de très important. Oui. Moi, je continue, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Oui, mais bien sûr, mais si je veux expliquer en 2 mots, quand on dit phénomène aérospatial non identifié, quelque part, on ne parle pas d'un objet forcément matériel et qui fait penser à quelque chose avec, j'ai envie de dire, en tôle et boulon, dans l'imagerie populaire, ou quelque chose qui vole, qui pourrait être conduit quelque part par un extraterrestre, si je devais caricaturer. Le mot phénomène est très important parce qu'il permet de mettre de la distance vis-à-vis des témoins et de protéger, parce que c'est quand même la problématique derrière, de protéger les éventuels témoins qui voudraient parler. On n'est pas en train de les stigmatiser, et ça aussi c'est quelque chose de très important, de les montrer du doigt et de commencer à dire « Oh là là, vous avez vu des extraterrestres ». Non, on dit simplement ils ont vu un phénomène, et après, il y a une analyse scientifique qui doit se faire. Donc là, il y a un vrai travail qui doit être engagé d'analyse, et d'analyse qui est quelque part rationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'annoncer que ce sont des extraterrestres qui débarquent, on est simplement en train de dire il y a des phénomènes, et il y a des phénomènes à comprendre. Oh, faut voir d'où on vient. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que le sujet, ça fait 60 ans qu'on en parle, voire plus, 70 ans. Et finalement, moi, je trouve, je vais être plus positif, qu'on a vachement progressé et que ça. Vous parlez des Français, là. Je parle des Français. Et à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que ça s'est jamais totalement arrêté. Si vous regardez les interviews qui étaient faites dans les années 60 par des journalistes, c'était terrible. Ils démontaient les témoins. Mais ils les démontaient, ils se moquaient d'eux. Vous avez en souvenir la soupe aux choux. Bon, on vient de là, quelque part. Et il a fallu quelque part des éléments de langage, comme je disais, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il a fallu mettre en place de la méthodologie. Et ce qu'on voit aujourd'hui au travers du GEPAN, c'est que finalement, l'organisme, il est vachement respecté. On a malgré tout, à l'échelle mondiale, une sacrée reconnaissance sur, effectivement, ce travail qui a été fait. Cependant, le travail du centre spatial, qui est un travail essentiellement d'investigation, doit être poursuivi normalement par un travail de recherche. C'est-à-dire que le centre spatial et le GEPAN en particulier se contentent, j'ai envie de dire, de fabriquer une base de données de phénomènes inexpliqués. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et qui va s'occuper de cette base de données ? Et l'autre question, bien sûr, derrière, après, c'est qui va s'occuper de cette base de données et comment ils vont s'en occuper ? À quels scientifiques on va les donner ? Et le problème, c'est qu'en l'absence, j'ai envie de dire, de processus scientifiques en dehors du centre spatial, car le centre spatial n'est pas là non plus pour faire de la recherche fondamentale, il est là pour faire de la recherche éventuellement sur des moyens spatiaux, mais pas, j'ai envie de dire, sur de la recherche fondamentale au sens prospective. Eh bien, ça n'existe pas aujourd'hui. Et c'est un peu la question que se pose finalement la NASA aujourd'hui, et se posent les Américains, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces phénomènes inexpliqués. Et donc, c'est effectivement de faire le pas d'après, voilà, qui va nous manquer, qu'on va chercher à faire. Très simplement, j'ai participé à une étude qui cherchait justement plutôt, j'ai envie de dire, à essayer de comprendre si on pouvait trouver des signaux cachés dans les données. C'est-à-dire, est-ce que finalement, sans se poser de la question sur vraiment les intentions, plutôt de savoir s'il pouvait y avoir des corrélations finalement environnementales. Alors pourquoi ? La question est très simple. Parce que quand vous observez un phénomène dans l'environnement, globalement, soit il vient de l'environnement local, il est ce que j'appelle endogène, il a été créé par quelque chose autour de vous, soit il vient de l'extérieur et il vient dans votre environnement local parce qu'il y a une ressource qui va l'intéresser peut-être,
ce phénomène. Par exemple, si un drone militaire il vient surveiller quelque chose, si vous voulez aller en Thaïlande, c'est peut-être parce qu'il y a des vacances, il y a des plages sympathiques, avec du soleil et de la mer, etc. Mais ça peut être aussi un phénomène transitoire, c'est-à-dire qu'il ne fait que passer par là et il n'a rien à dire avec l'environnement. Mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup de choses à dire et en relation avec votre environnement local. Et c'était la question qu'on s'est posée dans une étude, à savoir, on a regardé sur un territoire la répartition des phénomènes et regardé effectivement s'il y avait des relations. Et des relations avec les risques environnementaux, ce qu'on appelle les risques environnementaux. Alors ça, c'est une ancienne histoire parce que historiquement, on a vu qu'il y avait beaucoup de cas qui semblaient se passer autour des centrales nucléaires ou des sites nucléaires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a une intention qui est là? On ne sait pas. Et on a introduit aussi des variables que j'appelle environnementales pour essayer, j'ai envie de dire, de faire en sorte que le modèle ne soit pas biaisé. Alors on a introduit la densité de population parce que là où vous avez des observateurs, vous avez des cas. Si vous n'avez pas d'observateurs, vous n'avez pas de cas. Donc il fallait comprendre si effectivement, à un moment donné, il y avait des observations indépendamment, quelque part, de cette population qui était là, j'ai envie de dire de façon statistiquement supérieure à cette densité de population. Et on a introduit des forêts, on a introduit les zones d'eau, etc. On a introduit 6, 7, 8 couches environnementales dans ce modèle pour essayer de comprendre si on avait pu louper quelque chose sur le plan scientifique. Et alors, réponse ? Et alors, réponse, il y a bien, semble-t-il, une relation avec les sites nucléaires, notamment, mais aussi les sites pollués, ce qui était assez intéressant, c'est-à-dire avec des lieux où l'environnement, semble-t-il, présente des risques pour l'homme. Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce qu'on peut bâtir dessus? Donc, ça peut juste servir pour nous à fabriquer de nouvelles hypothèses de réflexion, de pistes de réflexion. Non, oui, toujours pas de questions. Non, mais très bien. Non, moi, je pense qu'effectivement, ça va continuer à monter en puissance progressivement. Ce qui est très intéressant, c'est que les moyens scientifiques, précisément, jusqu'à présent, on les avait braqués vers l'espace profond. C'est-à-dire qu'on était en train de rechercher de la vie, entre guillemets, soit intelligente, en tout cas, plus modestement de la vie tout court, voir s'il pouvait y avoir des conditions qui permettaient la vie. On en a parlé. Aujourd'hui, finalement, on se dit, c'est peut-être trop compliqué tout ça. Peut-être qu'il y a une forme d'intelligence autour de la Terre. Et donc, il y a des moyens avec Galiléo, vous en avez peut-être entendu parler, un programme d'observation à base de caméras qui est en train de se mettre en place. Mais c'est pas le seul. Il y a un certain nombre de programmes d'observation qui sont en train de se mettre en place pour mailler, j'ai envie de dire, l'environnement terrestre et observer si, effectivement, on verrait pas à ce moment-là des choses tout simplement autour de la Terre en train de se passer. Parce que ce qui est très important ici pour un scientifique, c'est de pouvoir maîtriser, j'ai envie de dire, les conditions de capture de ces informations. Et si on ne les maîtrise pas, par exemple, vous prenez une photo d'un ovni ou d'un extraterrestre qui atterrit dans votre jardin, vous le mettez sur Internet, pas sûr que ça fasse bouger les choses. Voilà. Donc, il faut, à ce moment-là, ce qui est intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est que plein de scientifiques sont en train de commencer à travailler de concert, vraiment, sur des programmes directs d'observation dans l'environnement terrestre. Et ça, c'est très, très nouveau aussi.